Oscar à complexe numéro 1. Roger, CQ. Sensor TVSI. Welcome. Contact. Bodysculpt niveau 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Moteur. Voie intérieure et extérieure allumée. Amorce de piquet. Oscar, J'écoute. extinction danger 3. Ramenez point 0. Quadriceps ne répond plus. On a perdu la profondeur. Correction tablette de chocolat sans résultat. Sélecteur de secours. Je peux pas redresser. Rupture d'électrode, rupture. Steve Austin. Margie 93012, Instagrammeuse, foudroyée par un électrostimulateur. La science a réussi à la ressusciter. Messieurs, nous pouvons la reconstruire. Nous en avons la sérendipité technique. Nous sommes capables de donner naissance à la première présentatrice bio-ionique. Margie 93012 deviendra cette femme. Sa force a été décuplée grâce à un gel bio-vegan aux graines de chien. Son intelligence dépasse de loin les algorithmes de Running Heroes. Margie 93012 sera supérieure à ce qu'elle était avant l'accident. La plus Forte, la plus rapide, en un mot, la meilleure. Salut les bonitos, ici Margie. Embarquement immédiat pour le deuxième épisode de Jogging Bonito. Ça y est, votre podcast préféré est de retour. De mon côté, je suis ravie de vous rejoindre. Un rappel pour commencer, c'est quoi Jogging Bonito ? C'est un podcast qui traite de la course à pied, ou devrais-je plutôt dire du running pour être dans la hype, sous toutes ses coutures. On se retrouve une fois par mois pour des chroniques suivies de débats sur des sujets divers et variés liés au running. Le running, sa pratique, ses dérivés, sa culture ou encore son environnement. Et pour cela, aujourd'hui, on retrouve nos trois chroniqueurs, Rémi, Émir et David. Alors salut Rémi, dis, j'ai une question pour toi, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs se la posent aussi. Ça compte pour combien dans ton logbook un enregistrement de Jogging Bonito ? Disons que pour moi c'est une expérience quasi sexuelle, un enregistrement comme ça en matière d'énergie. Et j'en suis pas encore à loguer toute cette partie-là de ma vie, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, mais il faudra que tu y réfléchisses un peu quand même, hein, ok ? Je fais que ça réfléchir, tu sais. Je me doute. On passe à Émir, qui j'espère a planifié ses 2 marathons pour l'année prochaine. Ça va Émir ? Ouais, j'ai déjà planifié 3000 km là, mais juste sur les 2 premiers mois de l'année. Ah ok, ah, ça va pas aller ça, mais bon. Ça va te coûter Allez, cher en godasse, hein. J'espère que t'es bien sponsorisé. on t'en veut pas, en même temps, sur T'inquiète. les ultras, il n'y a pas de règles, donc tu peux y aller, quoi. Et enfin David, Exact. David, tu sais qu'il y a une pétition qui circule dans la blogosphère ? Tu sais, les gars qui tiennent encore des blogs, ils veulent te bannir à jamais. Salut Margie, une pétition sur change.org, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça, ouais. Elle a peu de chances d'aboutir, hein, je crois. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir lancé un débat tout à fait paisible sur Twitter. Ah, mais je m'en doute. Et moi en cachette, j'ai lancé une pétition pour que le logo de la Renoisphère devienne vert. Je sais pas ce que ça va donner. Je le souhaite. Ça apportera un petit peu de changement, un petit peu de fraîcheur. On verra. Coucou, bisous. Coucou la Rhinosphère. Allez, on passe au programme de ce deuxième épisode, les gars. On commencera avec David, qui a testé pour nous le slow running. Puis Rémi et sa chronique intitulée TSS Spotting, une histoire de dopamine junkie. Et enfin Émir qui nous révélera les dessous du test de produit. On débute donc ce deuxième épisode de Jogging Bonito avec David, qui va nous parler de son exploration de l'univers ténébreux des SAS plus de 5 heures au marathon. Ouais. Bon, donc j'ai testé le slow running, ou le slob running, courir avec les ploucs. 2016 se termine et à la collection d'horreurs survenues, j'oserais presque la fils de puterie d'y ajouter mes petits bobos perso qui vont gâcher ma saison. Allez-y, traitez-moi d'ordure. Ordure. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Et oui, passer l'année à me focaliser sur l'état de mes petits petons a dû amplifier mon égocentrisme, mon talon d'Achille, et me faire perdre toute dignité. Pour cet épisode de décembre, Margie nous avait proposé 2 thèmes. Notre wishlist de Noël, mais il semble que dans un épisode précédent, Émir a déjà traité de tout ce qui est marketing, comme l'aurait dit notre ancien présentateur favori. On l'embrasse, Émile. Il est parti présenter le podcast de Greg Renner, il paraît.
Ou le bilan, l'autre sujet, c'était le bilan de notre année running, comme il est de coutume de le faire hein, sur les blogs. Et je juge pas, hein, je sais que c'est un sujet sensible en ce moment, et je retire tout ce que j'ai dit le mois dernier. Mais avec mes 3 dossards épinglés depuis janvier dernier, dont un abandon, je risquais d'être rapidement à court de matière. Et si j'avais un bilan à présenter, il serait plutôt médical. D'ailleurs, je donne mon pied à la science, je pense être la preuve incarnée qu'il y a encore des types de traumatismes à découvrir dans le corps humain. L'évidence aujourd'hui, en fait, c'était de vous parler de la façon dont j'ai poursuivi la course à pied malgré une gêne que je traîne depuis 1 an. Je parle en effet de gêne par respect pour les professionnels de santé que j'ai rencontrés et non de blessures, car ils se sont tous montrés perplexes devant mes doléances. Leurs doigts de fée, la technique confirmant qu'en s'occupant de mon cas, ils perdaient du temps à faire de la bobologie. Bon, sous la menace pour satisfaire mon ego, l'un d'entre eux a tout de même accepté d'employer le terme légère tendinopathie. Merci. Peut-être que je somatise. En tout cas, je me sens incapable d'aller flirter avec les 3 heures au marathon sans risquer l'amputation. Rémi, qui m'a vu courir ces derniers temps, pourra le confirmer, n'est-ce pas ? Ben ouais. À regret même d'ailleurs. Alors, à rebours des records et classements qui sont l'un des moteurs des applications et des réseaux sociaux à caractère sportif, et au risque d'être écrasé par le poids de la honte, je me suis mis à courir lentement. Bienvenue à Ploukland. Ici on porte des fringues dépareillées, des t-shirts en coton, des baskets bas de gamme achetés en solde, des montres qui n'ont que la fonction chronomètre. On court avec un gilet jaune, la lampe fixée sur le torse, la ceinture porte-gel et dossard offerte dans un pack marathon qu'on a payé bonbon. Oui, ici on se badigeonne de camphre, on s'étire plus qu'on ne court et on se permet même de papoter en courant. Ploukland, c'est la cour des miracles, le club des coureurs éclopés et à moitié galeux qui n'espèrent plus la médaille finisher, mais la médaille survivor. Et c'est déjà bien au regard de leur allure. C'est à ce monde que j'ai cru me confronter en réduisant la cadence pour préserver mon membre inférieur défaillant. J'ai eu peur. Oh là là, j'ai eu peur. Là, non. Bande d'esprit Notre tordu. podcast, il est sérieux, hein. Pour faire passer la pilule et éviter d'éventuels témoins de mon exploration des abysses, j'ai déniché la route départementale. Oui, clairement. En tout cas, j'ai déniché la route départementale la plus hostile de mon bled. Et j'ai enchaîné les kilomètres, là, à l'abri des regards. Je me suis fait mon propre protocole. Des mouvements plus souples, des impacts avec le sol plus doux et une attaque médio-pied, un relâchement musculaire, une posture plus droite, l'élimination des tensions physiques avec un accent particulier sur les bras et psychique, des pensées positives, des souvenirs, un peu de musique, des sourires aussi. Et un contrôle de mon souffle. Un ensemble de mesures empiriques et subjectives, me semble-t-il. Récemment, je me suis rendu compte que mon protocole maison avait certains points communs avec le Chi Running, cette méthode de course élaborée par un ultra-marathonien américain. Rémi y fait référence dans sa chronique sur le blogging, et Jean-Guillaume en a beaucoup parlé sur son blog Endomorphone, que je vous conseille. J'ai ajouté 2 ingrédients qui désormais sont pour moi essentiels. Courir un peu plus au cardio, en déterminant des zones à ne pas dépasser. Merci Rémi. Et surtout m'interdire d'aller courir si je ne suis pas dans de bonnes dispositions. Donc si j'ai pas le temps, le moral, l'énergie, j'évite d'y aller. Tout cela a du sens parce que je constate que j'en tire des bénéfices. Petit à petit, l'état de mon pied s'améliore. Je peux allonger la distance. Je souffre moins et j'ai redécouvert le plaisir de courir en étant dans une situation de confort. Je me sens plus patient et je prends le temps d'observer ce qui se passe autour de moi. Pour le poncif, c'est cadeau. Ces bénéfices m'aident considérablement à surpasser le problème de l'ego et mon obsession pour la performance. Donc, les félicitations et les badges ne me manquent pas. Aucune crise de panique quand je vois apparaître mon pace. Aucune crainte de voir ma VO2 max faire le yo-yo sur ma montre. J'accueille avec bienveillance le temps de récupération qu'elle me propose. Les vrais savent que c'est un exploit, ça. Je peux courir sans rien autour du poignet. Tant pis s'il manque des kilomètres dans mon cumul annuel. Je n'ai plus honte de savoir qu'on me stalk sur Strava, Rémi. Et j'ai accepté mes premiers amis sur Garmin Connect. Enfin, j'ai effacé mes records sur ma bio Instagram. Et pour ça, je voudrais au moins des applaudissements. Merci. Bravo. Alors là, bravo. J'ai même retrouvé les spots prisés par les coureurs sans être vexé par quand l'un d'eux me double, alors que je sais que j'ai les moyens de le pulvériser.
Comme tout le monde, je suis parfois victime de la frénésie, sensible aux chiffres et aux signes plus, qui apportent beaucoup de gloriole. Et ce que j'ai appris cette année, c'est qu'ainsi, j'allais droit dans le mur. Je dois vous avouer aussi que je me sens bien dans la cour des miracles avec mes petits copains dont je n'envie toujours pas la dégaine, certes, mais dont j'admire l'opiniâtreté, la passion et surtout l'humanité. Alors je reste un compétiteur, mais pour savoir comment j'ai réussi à associer le relâchement du slow running au résultat, il vous faudra essayer ma méthode qui paraîtra prochainement en DVD. Et c'est promis, chers auditeurs, vous aurez votre coupon de réduction. Et les amis blogueurs, je vous l'enverrai gratos. Et moi, tu pourras m'en faire un petit DVD dédicacé? Avec plaisir, j'espère que tu seras dedans même d'ailleurs. Ah bah ouais, oui, certainement en plus, ouais. Bon, le slow running, donc, courir pour le plaisir de courir, d'être dehors sans chercher la performance. Enfin, ça se discute, le chrono, c'est pas toujours la performance. Et en écartant toute velléité d'appartenir aux runners avec leur matos dernier cri. Et au final, ça t'a fait du bien, David. Tu as retrouvé l'essence de la course à pied. Car on met une étiquette slow running là-dessus, mais on veut en faire un mouvement, sauf que c'est quand même la base de la course à pied. T'en penses quoi, David? Je précise tout de même que dans la secte des coureurs lents, il y a des gens équipés quand même de la tête aux pieds en panoplie de Kilian. Bon, mais dans ma chronique, je les ai habillés en kéké pour le style. Ouais. Mais ouais, tu dis que c'est la base de la course à pied, peut-être. Moi, enfin, j'ai des copines sur Strava pour qui c'est impensable d'afficher des allures inférieures à 12 km/h. Il faut toujours que ce soit 4 minutes et des brouettes au kilomètre. Et je crois que courir lentement, c'est devenu honteux pour les gens qui publient leurs stats sur les réseaux sociaux ou sur les sites qui justement compilent les stats. Je pense sincèrement que de nombreux coureurs comme moi ont tendance à avoir des allures d'endurance fondamentale supérieures à ce qu'elles devraient être. Et je crois que le mouvement justement, c'est plutôt d'aller vite aujourd'hui. Voilà. Donc j'essaye pas d'aller contre ce mouvement, mais j'essaye plutôt d'avoir une pratique saine et normale en fait. Ouais, parce que courir lentement, c'est aussi une méthode d'entraînement, c'est l'endurance fondamentale. D'ailleurs, je sais pas, Rémi, t'as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça, sur l'endurance fondamentale et. Ouais, c'est probablement le point le plus important dans la chronique de David, mais comme mon idole Fibre Tigre répond en 3 points, je vais faire pareil. Moi je voudrais rappeler que David, je pense qu'il a ralenti son allure à cause d'une blessure, et ça c'est toujours triste, mais moi c'est un truc que m'a appris la course à pied, c'est que les blessures ça arrive et ça fait partie de la vie, et c'est en tout cas normal dans la vie de rencontrer des problèmes. C'est de ne pas avoir de problème qui n'est pas normal. Les gens qui, dès qu'ils rencontrent une embûche, c'est le drame. Je pense que eux sont dans l'erreur, et que juste quand on a un problème en course à pied comme une douleur, un bobo, quelque chose qui va pas, il faut mettre en place les mesures qu'il faut pour corriger. Ensuite, je suis d'accord avec lui que c'est difficile de trouver vraiment ce qu'on a lorsqu'on a un bobo, mais c'est pas le sujet du jour. Et en tout cas, faut surtout pas m'envoyer des DM sur Twitter avec vos bobos parce que j'y connais rien. Et j'aimerais pouvoir vous aider, mais je sais pas faire, et ça sert vraiment à rien. Donc par contre, si vous voulez m'écrire pour me parler d'endurance fondamentale et d'allure d'entraînement, là je serais ravi, parce que moi je suis vraiment persuadé que c'est hyper important de faire du fondamental, parce que c'est ce qui permet de faire du volume, justement sans doute sans se blesser. Et s'il y a bien un truc dont on est à peu près certain, c'est que les gens qui gagnent le plus, qui performent le mieux, si on cherche la performance en matière de chrono, c'est ceux qui font le plus de volume d'entraînement en tout. Y a pas, le stimulus, c'est avant tout de courir pour habituer son corps et avoir des mécanismes d'adaptation. Et je pense que pour le coup, la vraie hype autour de de l'intervalle training à gogo, très intense mais très court, il n'y a pas besoin de plus pour progresser, je pense que c'est largement exagéré. Et que donc l'endurance fondamentale, je suis super d'accord avec toi Margie, courir doucement, c'est un vrai plaisir, et ça a aussi un vrai intérêt pour la course à pied. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, Émir, qui toi, tu fais quand même beaucoup de distance, etc. T'en penses quoi de ça, toi?
C'est vrai que si on voulait reparler de Strava, moi j'ai quand même arrêté de croire que les paces au-dessus de 5 minutes au kilomètre c'était un problème pour moi, parce que dès que tu fais de l'ultra, de toute façon, tes paces ressemblent plus à rien, ils ressemblent à 7, 8, 9 minutes au kilo. Donc ça c'est clairement, ça c'est pas quelque chose dont je me soucie. Après, courir lentement, quand je cours à l'entraînement, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. C'est un peu comme si j'essayais de mettre à une allure qui vraiment était trop lente et où je m'ennuie en fait. Et du coup, j'arrive pas trop à me contraindre à en faire, hors situation d'ultra où je peux pas faire autrement parce que je suis mort. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui j'ai l'impression dans l'EF m'ennuie. Je m'ennuie à en faire en fait. Même si je suis convaincu que... Oui, pardon. Tu penses que ça t'ennuie toi, ou bien c'est parce que aussi tu as la pression des réseaux sociaux, comme disait Rémi, que maintenant, ou même David, tu le disais, d'afficher un pace qui est en dessous de 5 minutes par kilomètre, c'est nul. Tu crois que ça rentre en compte dans le fait que tu as du mal à ralentir pendant l'entraînement? Bah oui, parce que en fait, j'ai remarqué que sur Squad Runner, si tu fais 10 km rapidement et 10 km lentement, bah en fait, lentement, t'as moins de points. Donc du coup, forcément, ça me saoule. Non, mais en fait, non, pas du tout. J'en ai strictement rien à secouer des réseaux sociaux. Non, ça m'aurait même pas étonné, tu vois, un truc pareil. Donc, non, même si je le pensais, j'aurais même pas assumé de dire ça, tu rigoles. non, c'est... je plaisante. Moi oui, complètement. Ouais, il faut assumer, hein, je veux dire. Mais clairement, je m'en cogne complet je fais pas la course avec qui que ce soit. J'ai pas clairement sur ça, c'est pas ça. Mais je m'ennuie vraiment, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression de me traîner et je prends pas spécialement de plaisir à être vraiment très lent. Alors, le F, tu peux rappeler le pourcentage de Rémi ? Ah bah ça c'est une grande question. Et moi je pense que en course à pied, si on veut avoir des repères, il faut avant tout parler d'allure, plus que de fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque elle est plus variable selon l'environnement, la fatigue ou autre. Donc moi j'ai tendance à vraiment prendre le repère de l'allure sur le plat. D'accord. Et je pense que quand on est un peu investi comme je le suis, on connaît ces chiffres de VMA, vitesse max aérobie, etc. Et je pense que moi je suis bien en endurance fondamentale quand je suis à 60-65% de ma VMA. Donc moi je cours à 10, 9,5 km/h. Donc à 6,20 au kilo, je suis vraiment en endurance fondamentale. Pour une VMA de combien ? Pour qu'on évite de faire le calcul nous-mêmes ? 16,5. D'accord, ok. 16,5 mais un peu sous-évalué, je pense. 16,5, 18 quoi. Non. Si vous voulez travailler avec la fréquence cardiaque... Et les gars, ne commencez pas à vous sortir tous nos chiffres. Là, ça, c'est pas ce qui nous intéresse, là. Ça, c'est bien, les gars. Ils nous ressortent leurs chiffres et tout. C'est clair, ils commencent à comparer les membres inférieurs. Pardon, madame, mais on nous a posé la question. Qui veut comparer mes segments Strava? C'est clair. Donc, moi, je lâche pas mon affaire de fréquence cardiaque. Si vous voulez, par contre, trouver un équivalent en fréquence cardiaque parce que vous travaillez avec un terrain très pentu ou ça vous plaît de travailler à la fréquence cardiaque, je pense que c'est intéressant de se fier plus à la fréquence cardiaque de réserve plutôt qu'à la fréquence cardiaque max, parce que ça va vous donner une meilleure échelle de travail. La fréquence cardiaque de réserve, c'est tout simplement la plage de battements que vous avez entre la votre fréquence au repos, que vous pouvez mesurer assis ou allongé, ça change pas grand chose, mais au repos, et une fréquence cardiaque max, que si vous la connaissez c'est bien, sinon on peut estimer avec des formules et machin. Moi c'est 183, donc ma fréquence cardiaque de réserve c'est 183 moins 45 à peu près. Et donc là vous avez votre intervalle de travail. Et donc il faut prendre un pourcentage sur cet intervalle de travail. C'est plus cohérent que de se fier à la fréquence cardiaque max, parce que pour ma pomme, 60% ça fait à peu près 106 battements si on se fie sur la fréquence cardiaque max, tandis que ça fait plutôt aux alentours de 120 en utilisant la fréquence cardiaque de réserve, ce qui est beaucoup plus cohérent. Donc voilà, c'est mon petit conseil chiffre du jour. Ok, non, merci pour cette précision. Une autre chose aussi un autre sujet qui pourrait être abordé par rapport à cette chronique, au-delà du type d'entraînement, c'est la performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas forcément la performance chiffrée qu'on va chercher. Et les personnes que tu appelles les ploucs qui courent lentement, David, je pense que
eux, ils s'en fichent peut-être du chrono. Ça leur fait plaisir de partir et de se dire, ben, aujourd'hui, je suis arrivé à faire 10 kilomètres. On s'en fiche du temps. Alors du coup, est-ce que vous, c'est toujours la performance chiffrée que vous allez rechercher quand vous courez? Ben, non, enfin, pas spécialement, mais disons il y a on se fixe des objectifs dans l'année et on se dit que ce serait bien d'approcher certaines allures ou de tenir certaines allures régulièrement. Mais non, sérieusement, je vois, tout est relatif en fait. On est toujours le plouc d'un autre, voilà, c'est ça. Exactement, ouais, exactement. Sur cette Ok, magnifique conclusion, je n'ai rien à ajouter. Ok, très bien. On va clôturer le débat sur cette chronique. Je peux pas ajouter des choses, moi? Bah si tu veux, Mire, Ah ouais. vas-y, sans J'en problème. j'en au ai pas contraire. pour longtemps. Mais juste, David, déjà, moi, je comprends pas pourquoi t'appelles ça des ploucs, en fait. Ça vient d'où? Pourquoi ce jugement, en fait? J'ai pas compris. Non, mais c'est juste de l'ironie en fait. C'est parce qu'on considère aujourd'hui le mouvement, comme dirait Marjolaine, c'est de courir très vite et montrer qu'on court très vite. D'accord. Donc ben Je moi, comprends. pour c'est un peu fortuit quoi. J'avais besoin de courir un peu plus doucement pour pouvoir courir tout simplement. Et je me suis aperçu que je rencontrais de nouvelles personnes et, et que finalement j'enviais pas du tout les gens qui courent tout le temps vite et qui me donnent l'impression de jamais avoir le moindre pépin physique. Voilà. Ok, bon. Mais c'est que de l'ironie. Je me permettrai jamais de penser Mais je préfère que le ce soit préciser. être un plouc. Je préfère le préciser, j'ai eu des mésaventures sur les réseaux sociaux avec avec ce sujet. Alors, Oui, très bien. oui, Je sais. Première chose, oui. Ok. Et, pardon, juste un Vas-y, deuxième vas-y, point. Mire. Moi, je tiens aussi à dire que le mercredi soir, je suis engagé sur une association qui s'appelle les Programmes de la Forme, pour lesquels je suis bénévole. Et du coup, ça me fait entraîner des personnes qui, à la base, ne courent pas du tout. Et donc, c'est un programme adapté où on alterne marche-course. Et donc, ça me fait courir aussi à des allures qui sont pas loin du 8 à 9 minutes au kilomètre, dans certains cas. Des allures auxquelles je peux vraiment très bien marcher, mais pour lesquelles je ne marche pas, justement, par respect pour l'effort qu'on sont en train de faire les personnes que j'entraîne. Et je trouve vraiment, moi j'ai en fait beaucoup de respect, et c'est pas pour cirer des pompes, hein, mais pour les gens qui se mettent à courir tout court, en fait, qui se mettent à courir quelle que soit leur allure. Ils ont décidé de se reprendre en main, ils ont décidé de rentrer dans une démarche qui leur convient mieux, ils se sentent plus à l'aise peut-être dans leur corps, ou ils se sentent trop fatigués, ou ils recherchent un bien-être. Mais moi je trouve que c'est vraiment essentiel d'encourager ça, et je salue tout le monde, y compris ceux qui courent en 10 minutes au kilomètre. Voilà, je tenais à dire Exactement. ceci. On a été où on sera tous à leur place un jour. Non, Exactement. non, moi je veux juste pas C'est mettre de possible. lampe sur mon torse. Je peux garder Ok, votre donc, conclusion, mais sans la lampe. Voilà. Pour toi, ok, on fera cette D'accord, petite, merci. cette Je vous petite remercie. entorse au règlement. Ok, bon, on va clôturer le débat sur cette chronique. On a d'autres chroniques super intéressantes qui nous attendent. On va passer à la chronique de Rémi. Tu es prêt, Rémi? Ah oui, Allez. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet sérieux, la dépendance au sport. On utilise beaucoup à tort et à travers le terme de drogué ou addict au sport. Ça en devient même une fierté. Mais il faut pas oublier que c'est une pathologie et qu'il ne faut pas la prendre à la légère. On t'écoute. ben oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que les mots ont un sens, et sans devenir trop tatillon tout le temps, je pense qu'il faut se méfier du concept d'addict, et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc voilà, l'autre jour j'étais en train de discuter autour d'un thé avec des collègues au boulot. Vous savez, ce truc moment relax là où on cause de tout et de rien, et j'espère que vous avez des fois le temps de vous poser dans votre boulot, parce que des fois je sais que c'est speed pour certains. On me demande d'un coup ce que je vais aller faire ce soir. Bah, moi je réponds, je vais aller courir quoi. Bon mon collègue soupire, t'es vraiment qu'un drogué du sport, toi. Tu fais tout le temps la même chose, tu cours. Et donc là, heureusement, je sors d'une formation de self-défense. Et j'ai bien retenu que la fuite est préférable. J'ai donc répondu après 8 millisecondes de réflexion, tel l'homme qui va les 3000 noirs. Bah ouais. De façon à clore paisiblement la conversation. Sauf que pas du tout en fait. Intérieurement, je boue. Je ne suis pas drogué au sport, et je n'aime vraiment pas qu'on parle de ma pratique comme ça. Je suis d'autant plus à l'aise pour parler de ça que je pense avoir véritablement frôlé la dépendance au sport à une certaine période de ma vie, et j'en ai souffert. C'était il y a quelques années.
J'étais dans une période où je vivais une accélération de ma pratique sportive. J'avais basculé dans une pratique plus agressive où la performance m'obsédait. Mon temps réel et mon temps imaginaire étaient tous dédiés à mon entraînement et mes compétitions. Je me sentais fort, je progressais. Mes chronos flattaient mon ego qui s'emballait. J'arrivais à trouver une place dans le monde sportif. Tel ou tel record sortait systématiquement dans la conversation. En parallèle, ma vie était en train de changer radicalement pour d'autres raisons, mais je ne m'en rendais pas compte. Je vivais dans une sorte de tunnel où seule la préparation de la prochaine échéance comptait. Je devais m'entraîner encore et toujours. La première motivation pour fractionner était alors de ne pas perdre les bénéfices si chèrement acquis. N'est-ce pas inquiétant avec un peu de recul, quoi ? Je répète qu'une de mes premières motivations était alors de lutter contre l'angoisse de la perte. C'est dingue quand même. S'entraîner, encore et toujours, pour lever mes angoisses, pour échapper à quelque chose, pour éteindre mon cerveau grâce à la souffrance des jambes. S'entraîner, encore et toujours, pour essayer de nouvelles stratégies, pour essayer de tenir plus longtemps cette allure, pour bien montrer aux autres sur Strava que je suis dans la place. La place. Trop de place. Tout ça finit par prendre trop de place en fait. J'ai été sauvé par une lecture qui ne doit sa raison qu'à la sérendipité. Je suis tombé dans un tout autre contexte sur les critères cliniques définissant l'addiction au sport. C'est pas compliqué à comprendre, les critères ressemblent aux autres problèmes d'addiction. C'est par exemple la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes sensations, des phénomènes de sevrage, de malaise lorsqu'on diminue la dose, ou le retentissement dans les liens avec l'entourage. Ça m'a fait tilt. J'étais vraiment en train de devenir malade à cause du sport, malade dans ma tête en tout cas. J'ai donc décidé de changer. Donc, j'ai un petit peu l'impression de savoir de quoi on parle lorsqu'on traite de drogué au sport ou d'addict. Et aujourd'hui, je pense que ma pratique est équilibrée. J'ai ouvert de vraies discussions avec mes proches et j'ai adapté mes horaires professionnels pour vivre plus en adéquation avec mes souhaits. Ces derniers mois, j'ai même observé une augmentation importante de mon volume d'entraînement, sans ressentir de conséquences néfastes, comme quoi ça n'est pas qu'une question de dose. Les gens qui ne pratiquent pas du tout de sport ou d'activités de loisirs épanouissantes ont du mal à imaginer qu'on puisse être autant investi dans quelque chose d'accessoire. C'est vrai que ça peut être déconcertant d'être face à des gens qui vont loin dans une pratique sans pour autant se sentir hors normes, spéciaux ou drogués. On peut être lucide sur sa pratique. Et on n'a pas forcément un gène ou une molécule magique qui nous a ensorcelés. On peut choisir sciemment d'aller courir à 5h du mat et le vivre simplement. Ça n'est pas nécessairement un exploit. C'est juste un choix. Un choix qu'il est d'autant plus facile de relativiser quand on connaît la proportion de gens qui se lèvent tôt par obligation. Je veux dire aussi aux détracteurs d'une pratique avancée de course à pied que j'aime me reposer. J'apprécie les coupures. Lorsque je décide de lever le pied dans un contexte de tapering ou d'allègement de programme, j'ai l'impression que le temps se dilate. Je vois plein de nouvelles opportunités apparaître. Et puis, doucement, l'envie de reprendre va revenir plus belle. Je repars avec une envie renforcée d'aller vers ce qu'il me plaît. C'est ça, ça me rend joyeux et apaisé. Alors voilà. La prochaine fois qu'on vous traite de drogué au sport, vous avez selon moi plusieurs choix. Petit A, en profiter pour faire une vraie vérification. Alors, est-ce que je suis vraiment addict ? Est-ce que je suis vraiment en difficulté là ? Petit 2. Vous pouvez répondre en dérivant sur le dernier tweet de Babor le fan, histoire d'esquiver complètement la conversation. Petit C. Vous pouvez surtout partir courir. On t'a pas proposé, mais moi je choisis choc frontal. Choc Allez, frontal ? Ouais, choc frontal, j'y vais direct. Moi. J'ai pas de Pourquoi ? patience. Je suis pas patiente, hein. Faut pas m'énerver. D'accord, je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas t'énerver. Ouais. Allez, plus sérieusement, je te remercie de nous avoir fait partager ta propre expérience. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas à l'abri et qu'on peut vite basculer vers une vraie pathologie. Et d'ailleurs, pour rendre tout ça un peu plus concret, est-ce que tu aurais quelques données chiffrées à nous partager ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment drogués au sport dans le sens maladie ? Je sais pas, t'as des données ou pas ? C'est pas facile d'avoir des chiffres parce que je vous ai pas trouvé de Ouais. très grandes enquêtes alors qu'on dit qu'il y a presque 10 millions de gens qui courent au moins ponctuellement de temps en temps en France. J'ai trouvé quelques petites enquêtes qui étaient faites dans le cadre de courses, vous savez, des grandes courses locales. On fait un questionnaire et on regarde. Et selon les questionnaires, on a l'impression qu'il y a 3 à 5, voire 7% des gens qui seraient dans des
j'ai envie de dire, des situations à risque. Parce que tout ça, c'est des questionnaires et c'est pas ça qui va vraiment traduire la détresse des gens. Donc je voudrais qu'on fasse un petit moment sérieux où on se rend compte que c'est pas parce qu'on est on est à risque d'être dépendant au sport, parce qu'on a effectivement une grosse consommation de sport, parce que c'est important dans notre équilibre et tout, et que oui, on fait parfois des concessions pour que ça s'organise dans notre emploi du temps, on n'est pas forcément en souffrance par rapport à ça. Moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est qu'à un moment, j'ai atteint ce point de souffrance et que c'est par hasard que j'ai lu la liste des critères de dépendance à quelque chose, que je me suis dit, bah oui, je suis complètement dans la dépendance au sport et je suis complètement intoxiqué par mes endocannabinoïdes et là, ça me fait souffrir. Tu nous donnes une petite définition là? Moi, c'était juste pour dire que les endorphines, c'était has-been. Maintenant, il fallait dire endocannabinoïdes. Ok, d'accord, non mais on sera des early adopteurs, on te remercie pour ça. Parce et que du coup, tu penses qu'une personne qui est réellement droguée au sport, comme toi t'étais entre les deux, quoi, elle s'en rend compte vraiment? Bah ça, c'est une excellente question, mais moi je pense que quand on commence à avoir beaucoup d'angoisse vis-à-vis de sa consommation sportive, de quand est-ce qu'on va pouvoir caser ses entraînements, quand ça devient vraiment prédominant dans la pensée quotidienne à chaque instant, il y a un moment, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais on sent qu'on est dans une accélération. Et puis après, bien souvent, c'est avec l'entourage, quoi. L'entourage, si on sent qu'on perd des gens autour de nous, que trop de disputes, ça vaut peut-être le coup de réfléchir à qu'est-ce qui est important dans nos vies, quoi. Je crois que il faut savoir équilibrer les choses et puis s'écouter soi, ses petites alarmes internes, et puis écouter aussi les autres, les alarmes externes. Je crois que c'est pas évident, mais il faut faire attention à tous ces signaux. Exactement. Et du coup, ça me donne envie de poser la question à Émir, parce que tu cours beaucoup. Est-ce que toi, tu crois que tu as déjà été proche d'être addict, vraiment? Est-ce qu'on te le dit pas souvent aussi, que tu es addict au sport? Parce que c'est quand même une pratique... les gens normaux ne peuvent peut-être pas comprendre tout ce que tu fais, quoi. Oui, c'est vrai. On me dit vraiment pas que je suis addict au sport, et c'est vrai que je suis assez étonné de ça. Alors que ce soit dans un environnement d'amis ou professionnel, on me catégorise souvent comme le gars qui fait des trucs de bourrin en fait, mais pas comme un addict en fait, comme un extraterrestre plutôt que ça. Et je sais pas exactement pourquoi. Et j'aurais bien aimé faire face à des gens qui me disent t'es un addict au sport pour pouvoir leur répondre que d'aller voir mon Strava et de voir que j'ai des périodes où je fais strictement rien et des périodes où au contraire je fais énormément. Je parle à l'entraînement en semaine. Donc ce qui permet vraiment facilement de voir que je suis un mec du feeling, je pense. Je vais avoir des périodes où je vais avoir envie à l'entraînement et donc je vais y aller, et des périodes où je vais pas avoir envie et donc je ne vais pas y aller. Donc dans ce sens, je pense pas être spécialement addict. Je pense juste que j'ai une compagne qui a la même passion que moi et que du coup on se lance tous les week-ends dedans autant que possible et dès qu'on a le temps, quoi. Tout simplement. Ok, très bien. Et toi, David? Ben moi, j'ai une petite anecdote parce que une fois, j'étais dans une maison de vacances avec la famille et je m'étais avec mon. J'ai cru que t'étais avec ton copain Bilout encore. Avec mon copain Bilout, mais non, c'est le tien, le copain de Bilout. Ah ouais, mais ce sera notre copain éternel. Ok, avec plaisir. Non, j'étais avec la belle famille. Donc, pas super cool pour les clichés non plus. Non, non, je m'étais endormi dans un fauteuil en fait, et en me réveillant, j'ai intercepté une discussion qui traitait justement des addictions. Je sais pas pourquoi j'ai dû flairer le truc, mais j'ai gardé les yeux fermés et j'ai écouté ce qu'il racontait. C'est une technique d'espionnage que je vous conseille. Okay. Et bah oui. Et donc ils étaient justement en train de parler d'addiction, mais d'addiction de gens pour leur travail. Leur travail. Aussi, ouais. Et ça, je sais pas, hein, bizarrement, ça a bifurqué sur les accros au running. Donc j'ai commencé à entendre c'est une drogue, ils savent plus s'arrêter, ils n'écoutent plus leur corps, et forcément, irrémédiablement, j'ai envie de dire, le coup près est tombé. Hein. C'était David, lui, il court tout le temps, voilà quoi. Et donc il y avait pas trop d'arguments derrière ça. Moi, je trouve intéressant que Rémi parle des critères cliniques qui définissent
L'addiction, parce que justement dans mon sommeil fin, hein, je me suis interrogé sur ma pratique en vérité, et sur déjà pourquoi les gens ont pu penser ça à un moment donné, et puis je me suis interrogé sur les conséquences dans ma vie quotidienne. Après, moi j'aurais eu tendance à balayer ça d'un revers de main, mais parce que je pense pas que je sois accro, mais en réalité c'était plus nuancé, parce que oui, ça arrive que je suis capable d'arriver à l'heure du dessert le dimanche chez Belle Maman, ou même de décaler un rendez-vous pro parce que il y a une séance que je tiens vraiment à faire. Mais la vérité, c'est aussi que je suis pas prêt à sacrifier un match de foot avec mon fils, un resto en amoureux, ou une soirée avec des potes, hein, ou même un podcast avec vous. Ça fait plaisir. Donc je pense pas avoir atteint l'équilibre qu'a atteint Rémi dans sa pratique. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas accorder assez de temps à la récupération entre deux séances, ou à minimiser les vraies coupures. Mais quand je planifie mes entraînements, j'ai quand même conscience que ça doit pas gêner l'agenda familial. Et voilà, donc j'espère être capable de trouver cet équilibre et bien vivre ces périodes de pause. Mais voilà un peu. Mais c'est trouver un équilibre pour chacun qui est différent, et à partir du moment où on l'a trouvé, je pense que ça montre qu'on n'est pas non plus drogué. Enfin, je pense. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Rémi, Émir pour aller un peu dans le même sens, c'est de rappeler que tout ça, c'est comme tout, il y a tout un spectre de comportements et qu'on n'est pas forcément, c'est pas binaire, on n'est pas on-off, malade, pas malade, quoi. Exactement. Et c'est un peu, il y a plusieurs façons de voir les choses, et ça dépend vraiment du retentissement sur soi et sur son environnement qu'il faut voir les choses. Et voilà, quoi. Donc on peut être passionné et ne pas être addict. Et même s'il y a des tas de gens sympathiques qui revendiquent ce terme sans vouloir mal faire, moi je pense que les mots ont un sens, et qu'il y a des gens qui sont vraiment addicts dans le sens dépendant au sport, et qui se rendent même dans des conduites à risque dès qu'ils ont plus de sport. C'est un des critères aussi pour parler d'addiction, c'est que des gens qui n'ont plus leur dose de sport peuvent basculer dans d'autres addictions toxiques, quoi, l'alcool ou d'autres drogues et tout. Donc c'est vraiment une maladie sérieuse. Et donc moi je préfère parler de passion ou d'aimer ça que d'utiliser ce terme-là, parce que quand on dit addict alors qu'il n'y a pas de sens pathologique, je trouve ça galvaudé. C'est un peu comme avec le terme schizophrène, on entend dans les médias dès qu'il y a une ambivalence, on adore dire que les gens sont schizophrènes, alors que schizophrénie c'est quand même un problème bien plus sérieux que d'avoir des hésitations sur des trucs ambivalents, hein. Voilà. Exactement. Ok, donc écoute, merci beaucoup. Voilà, j'arrête d'être orchidoclaste, on peut à nouveau rigoler et faire des blagues de cul et tout. Orchidéoclaste. Non, mais ça, on t'aimait bien comme ça aussi. Hein. Ah d'accord. Après, moi je suis pas aussi tatillon que Rémi sur le champ lexical, sur etc. Le terme, Mais je pense que c'est surtout de la paresse intellectuelle de la part des gens, et que bon voilà. Mais je suis d'accord avec lui, ce serait bien de remettre les mots qu'il faut, hein, mais je pense et parler de passion. Voilà. Je pense que Rémi, il y tient. Moi aussi, je pense que c'est important, parce que le problème, c'est que c'est devenu... il faut dire qu'on est addict. C'est un peu. Parce que c'est stylé. Voilà, c'est ça le problème. C'est comme stylé, le terme de geek, en fait. Vous voyez, le terme de geek, il est utilisé à tort et à travers partout. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu calé sur un truc, mais lui c'est un geek. En fait, c'est comme tu dis, c'est de la paresse intellectuelle de le catégoriser dans quelque chose qui nous éloigne de lui, parce qu'il est un peu plus calé dans le système, dans un sujet. Ou lui-même, parfois, il aime bien aussi le côté hype, se revendiquer geek sur telle ou telle chose, parce que voilà, c'est cool, c'est un mot à la mode. Mais au final, ça vient pas de ça, en fait. Enfin, le geek, c'est pareil, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Par contre, endocannabinoïde, je l'ai utilisé à bon escient, hein, donc m'embêtez pas avec ça. T'arrêtes avec ton cannabis, confiance, mais je pense qu'il va falloir qu'on mette un lexique du champ lexical de Rémi, parce que... Cool, ça va faire venir les gens sur mon blog. Je vais faire du travail. Voilà. Normalement, on enferme les gens qui emploient des mots comme ça. C'est vrai ? C'est clair, bah oui. Bon, on parle pas de drogue. Bon, salut, je pose le casque. Mic drop. Non, reste avec nous quand même, reste avec nous. Reste à nous, parce que maintenant on va passer quand même à notre dernière chronique avec Émir, et un sujet épineux là. J'ai le droit de relancer Rémi sur un tout petit truc là. Ok.
Parce que moi, ça me paraît hyper utile. Vas-y. Je voulais savoir, puisque tu l'as vécu, Rémi, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui se sont sevrés d'une drogue, en fait. Est-ce que la nuit, tu étais dans ton lit en train de transpirer, de gigoter, pas arriver à dormir parce que t'avais pas fait une séance? Tu sais, le sevrage, le vrai, quoi, le sale, quoi. Est-ce que t'as vécu ça? Écoute, j'ai jamais été... Je suis pas allé dans cette échelle, la dépendance, en tout cas au sport. Je crois pas à d'autres produits non plus. Mais sans être dans des... Parce que selon les drogues aussi, il y a des syndromes de manque peut-être plus ou moins marqués et tout. Mais je pense que la simple nervosité, de l'agitation, de l'agressivité et un peu plus de difficulté à trouver le sommeil, c'est déjà des petits signes d'alerte sur ce thème-là, hein. Ouais. Après, je veux pas dire que le manque de sommeil ou d'être énervé, c'est forcément toujours du manque de sport. Mais si t'es dans un contexte où tu fais énormément de sport et qu'on a décrit tout le cheptel de signes qui vont avec, et que en plus, justement, quand t'as pas fait ta séance depuis 2 jours, t'es énervé, t'as du mal à dormir, t'es plus agressif avec les gens, alors que par ailleurs, t'as pas d'autres emmerdements, on peut se poser la question, c'est un critère, c'est un petit marqueur de risque. Après, est-ce que pour autant t'es complètement malade? C'est à voir avec tout le reste. Voilà, c'est ce que je pense. On passe donc maintenant avec Émir à un sujet épineux, les produits offerts aux personnes influentes. Et ouais les gars, je l'ai dit, on a voulu me censurer. Alors, influence, est-ce le bon terme? On va dire les personnes qui ont beaucoup de visibilité et à qui on offre donc des produits en échange d'un coup de projecteur. Ça risque fortement de déchaîner les passions et c'est Émir qui s'y colle en nous parlant de son rapport au test de produit. Ouais, c'est clair. En plus, mardi, t'as utilisé le terme de offert. Ça, c'est un truc qui me fait hérisser les poils. Mais je vais en parler justement. Ah, ben voilà, tu vois. Je vais en parler dans la chronique parce que pour moi, ça n'a rien d'une offre, ces histoires. C'est plutôt une arnaque qu'autre chose. Mais ça, évidemment, on le voit pas. Bref, je me lance tout de suite. Alors voilà l'image qu'on a d'un blogueur, les amis. Que ce soit en running ou ailleurs, un créateur et rédacteur d'un média en ligne relatif à une thématique donnée et lui permettant souvent d'acquérir des produits, services ou voyages liés à celle-ci, la thématique, afin d'en faire part à son audience. En tant que blogueur sur lapinrunner.fr, que vous connaissez, un blog à succès évident, depuis maintenant 3 ans, j'ai pu expérimenter cela et je vais vous en faire part. Oui, aujourd'hui j'ai envie d'être transparent à 100% et fournir à Jogging Bonito la chronique d'un blogueur qui avoue tout. Alors libre à vous de la croire, mais voici mon histoire. Mireille Dumas. C'est qui ça? Moi, c'est pas ma génération, ces histoires encore. On t'expliquera. Continue. Depuis gamin, moi j'ai toujours aimé écrire. Cet exercice qui consiste à poser des idées, à les structurer, à les décorer par le langage et à les partager. Je suis pas de ceux qui écrivent purement pour eux-mêmes. Écrire un journal intime, j'en ai jamais vraiment compris l'intérêt. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques pour partager des idées et ainsi pour les faire évoluer et fructifier. Alors pourquoi s'en priverait-on? Je crois que cette appétence et cet état d'esprit sont nécessaires pour bien démarrer un blog. Aimer écrire et aimer partager. C'est seulement après que ça se gâte et je vais y venir. En tant que blogueur, je me définis donc comme un type qui publie car il pense avec orgueil que son contenu intéressera. Il pense avec orgueil que son ego en sera flatté. Je suis de ceux qui croient qu'on ne fait jamais rien dans l'abnégation totale de soi. Quelle que soit une action, même du bénévolat, un don de sang ou même un don d'organes, si elle est faite consciemment, alors elle l'est aussi pour soi. Alors certes, le curseur de l'intérêt personnel varie autant que la valeur de l'action. Cette phrase n'est pas facile, vous pouvez faire pause et essayer de la comprendre, ça sera utile pour la suite. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on consacre de l'énergie quelque part, on en retire toujours quelque chose. Souvent de l'immatériel, et c'est notre cas pour Jogging Bonito, où je me délecte de retrouver mes compères pour tacler joyeusement des points de vue. Mais aussi parfois du matos, et c'est là que nous en revenons au blogging, et que ça se gâte. Donc très concrètement, pourquoi je partage? Je vais vous le faire en quelques points. Tout d'abord, et comme je le disais précédemment, parce qu'il est indéniablement valorisant de se sentir lu, apprécié, voire spécial aux yeux de certains. Je me nourris de commentaires positifs. C'est aussi très enrichissant, et je lis attentivement les retours, apportant un angle différent ou tout simplement négatif, qui sont souvent les plus instructifs. Alors parfois il faudra faire abstraction du manque de forme de certains pour en extraire le fond, qui saurait éveiller une remise en question salvatrice. Également parce que j'ai parfois sincèrement envie d'aider et de rédiger ce que j'aurais moi-même aimé lire ou entendre au moment où je me posais une question. Et enfin, et dernier point, c'est le point pseudo-tabou du blogueur, parce que parfois, je m'engage auprès d'une marque dans un échange de visibilité.
En d'autres termes, parce que j'ai laissé exprimer mon côté matérialiste et que le produit qu'on me proposait me faisait envie. Je me suis donc condamné à bûcher quelques heures sur le sujet pour honorer ma contrepartie. Je vous entends les habitués et déçus des tests à l'arrache sur le net. Et là, tu nous ponds une pub nulle sur une paire de running à peine déguisée avec éventuellement 2-3 conseils factices pour courir dans le froid en guise de contenu. Allez, je me désabonne et ciao, bonsoir. Sauf que voilà, moi j'ai un minimum d'éthique et d'amour-propre. C'est vrai, non, vraiment, et je le pense. Si je mets mon nom sur quelque chose, je refuse que ce soit de qualité bridée ou de brader mon honnêteté. Et cela demande du temps, à tel point que ce cuissard stylé qui m'a été offert, entre gros guillemets, n'est plus offert, mais plutôt payé au lance-pierre. C'est précisément pourquoi, tout comme lorsque j'achète, il m'arrive de regretter d'avoir accepté un test. J'ai parfois devant le travail qui m'attendait, et j'ai honte de l'admettre, vu ces pensées traverser mon esprit avant de les chasser vigoureusement parce que c'est pas mes valeurs, bordel, et si je veux voir un changement dans le blogging, que je commence par l'incarner et surtout pas niveler par le bas. Voici les pensées en question. Allez, vas-y, ça me saoule de devoir encore essayer de rendre ça intéressant alors que c'est qu'une putain de barre de céréales. Torche le test rapidement, de toute façon, une chance sur deux que la marque se lise. Torche-toi avec la barre. Ouais. Torche-toi avec cette barre, bordel. Ouais, allez, vas-y. Torche-toi avec On n'arrive cette pas à barre de l'avaler, là, la céréales. barre de céréales. Vas-y. Ah non, si on vient de se torcher avec, on l'avale pas. Ouais, il vaut mieux pas, vaut mieux pas. Torche le test rapidement et de toute façon, une chance sur deux que la marque ou les gens le lisent à peine. Et deuxième pensée, de toute façon sur le net, t'en as qui sortent des copier-coller useless de caractéristiques d'un sac de trail et qui appellent ça des tests et qui en plus sont respectés. Si je fais pareil, ça se verra pas. Sauf que non, soit je refuse le test, soit j'assume. Et tant pis si le produit valait 40 € et que j'y ai passé 6 heures. Vous pouvez faire le calcul, ça ne fait même pas le taux horaire du SMIC. Si j'en arrive parfois à procrastiner devant un test et me demander pourquoi je l'ai accepté, cela signifie que je commence à faire du contenu pour faire du contenu et non plus parce que ça m'intéresse de partager avec mon audience qui voit en moi un type intègre. L'essence de mon partage disparaît et l'essence du blog se perd. Ça arrive. Parfois, accepter un produit est un écueil, mais même face à ce constat, je me refuse de bâcler. Je me refuse de ne pas donner la patte que mon lecteur est venu chercher lorsqu'il a cliqué. C'est un devoir moral, en quelque sorte. Un blog n'est par essence pas un média publicitaire, et son audience n'est pas une monnaie d'échange. Dire qu'un blogueur recherche purement les cadeaux, c'est comme dire que le journaliste recherche purement l'audience ou que la télé ne fait que vendre du coca. Heureusement non. Mais noyé dans la masse trop visible, il y a des gens qui essayent encore de conserver un média de qualité. Alors à tous les jeunes blogueurs ou non-blogueurs qui seraient intéressés par le fait d'acquérir des produits en échange d'articles, voici mes conseils. Il se passe des mois, voire des années, avant d'avoir l'audience suffisante pour obtenir des produits ou des dossards de la part des agences. Si vous ne commencez pas un blog par passion pour votre thématique, vous vous essoufflerez vite et serez percé à jour. A l'inverse, votre authenticité sera un tremplin qui un jour peut-être vous donnera l'opportunité des tests. Ce jour arrivé, ne jouez pas l'enfant longtemps privé de cadeaux de Noël qui se jette sur tout ce qui bouge, ou votre relation au blogging en pâtira énormément. Et à tous les blogueurs qui accèdent à des dossards et qui pratiquent le test de produit, donc autrement dit qui ont l'audience suffisante ou la notoriété suffisante, pour X ou Y raison. Oui, vous aurez une audience qui lira vos tests et vous dira qu'ils sont bons, y compris s'ils sont sciemment écrits à l'arrache. Et non, ce n'est pas pour cela qu'il faut continuer à répandre sur le net l'image de vendus et de publicitaires qui se répand de plus en plus à l'égard de ceux qui jadis se lançaient pour la passion du partage. Bah, je te remercie, Emir, pour ton honnêteté. Et tu nous as permis de mieux comprendre l'envers du décor. Et je vais attaquer direct. J'ai envie de te poser une question toute bête. Pourquoi tu acceptes? Avec toutes les bonnes valeurs que tu nous as dit vouloir incarner. Alors, moi, là, j'ai envie d'être vraiment totalement transparent parce que c'est l'intérêt aussi de Ouais, cette bien chronique. sûr. C'est parce que c'est cool, c'est profondément cool de ne pas payer et d'obtenir un matériel. C'est quelque chose de jouissif. Je pense que à peu près n'importe qui pourra dire ça. Enfin, n'importe qui accepte des tests te dira qu'il l'a accepté parce que c'est cool d'avoir un produit en fait et sans le débourser. Oui. Tu te sens quelqu'un d'exclusif en fait d'accéder à ce Exactement. genre de Mais choses. du coup, se pose la question de l'objectivité du coup quand tu testes le produit. Parce que déjà à la base, t'es content d'avoir eu le produit gratos quoi. Enfin, quand te l'a Oui. donné. Ouais, alors t'es content de l'avoir eu, mais ça veut pas dire que tu vas le trouver bien. Oui. Après, je suis d'accord avec une chose, il est parfois humain d'être reconnaissant vis-à-vis d'une marque parce qu'elle t'a fait confiance et du coup d'embellir consciemment ou inconsciemment Oui, parce que tu le fais pas l'image que forcément tu auras de ce exprès. produit. Et dans l'autre sens, Oui, dans voilà. l'autre sens, ça marche aussi. Si la personne, elle a pas été, enfin, ils t'ont dit, ouais, voilà, tu voulais tester ce produit, allez-y. Bah, du coup, tu auras forcément une mauvaise image du truc et tu vas commencer négatif aussi.
Exactement, oui. Si on te refuse un test, pareil, tu vas trouver que de toute façon cette marque elle pue la merde. Voilà. Tu vois, tu vas être de mauvaise Voilà. foi. Ça peut arriver aussi, ouais. Et une marque de chaussures qui t'est un peu égale, si le gars de la marque il a été super gentil avec toi, même si sa chaussure elle est moyenne, tu vas dire qu'elle est stylée. Mais justement, il y a un exercice, je pense, qui est quand on veut aider, vraiment quand on veut aider, et qu'il y a sincèrement cette envie de partager du contenu qui intéressera les gens. Bah, il y a un exercice à faire sur ne pas tomber dans ces écueils-là. Essayer vraiment d'extraire de tout ce qui est externe, qui pourrait influencer notre avis, d'extraire tout ça et de dire à qui est adapté ce produit et d'en donner un avis par rapport à son propre usage et son propre profil de coureur. Ok, très bien. Il y en a d'autres Ouais. parmi vous? Peut-être Vas-y, Rémi, je t'en prie. Rémi ou David, vous avez déjà vous aussi fait des tests de produits? Mais t'as fini de m'insulter, oui. Ah, ça me c'est fait plaisir, depuis- attends, t'es dans mon camp toi aussi. Depuis 2010, je dis que je n'accepterai jamais ça. Non, bah, c'est ce que je racontais la dernière fois dans mon billet de blog. Quand j'ai traité de matériel, j'ai vu que ça intéressait les gens. Mais j'ai traité peu souvent, parce que c'était à chaque fois du matériel que j'achetais moi. Et puis, voilà tout. Moi, je vécu la même chose dans ma profession où, comme vous savez bien, il y a une pression commerciale pour que les médecins utilisent tel ou tel produit ou telle stratégie thérapeutique. Et Ouais, on peut juste rappeler ce que tu fais parce que je sais pas si tout le monde le sait en fait. moi, je suis médecin, voilà. Ok. Et donc, au départ, je disais comme beaucoup, ah oui, bon, ils viennent, ils nous font leur pub, mais je suis pas débile, j'ai du discernement, patati patata. Et je disais, on n'est pas sensible à la publicité tout le temps. C'est pas parce que je vois une pub pour un truc à la télé que je l'achète. Sauf que c'est bien plus pernicieux, et c'est à force de répétition, à force de contact humain chaleureux, à force de ceci, de cela, qu'on est véritablement influencé. Et il n'est pas l'influenceur qui pense l'être, hein, avec le début Ah ouais, non, de bah ton exactement. introduction. Ouais. Et donc, moi, je refuse depuis tout échange commercial, que ce soit en médecine ou sur le blog quand je parle de running. Et c'est noté dans ma page contact, d'ailleurs, c'est même pas la peine, je trash direct. Ok. Et je n'ai même pas la politesse de répondre, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, ça n'est pas ma tasse de thé. Après, c'est un choix éditorial. Moi, je comprends que d'autres puissent veuillent faire autrement, mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Ok, très bien. Mais du coup, David, toi, je pense qu'avec ces univers running, si je me trompe pas. On a le droit de citer des marques. Tu- Vas-y, fais tes placements de On s'était produits arrangé avec dégueulasses. Mardi Non, juste non, avant. c'était pas pour faire du placement de produit, au contraire. Moi, je suis pas trop pour ça, mais Ouais, je plaisante. non, ouais. Moi j'ai un micro Eagleton d'ailleurs. Il est bien. Ok. Là, c'est placement produit. Il gueule fort ton micro, ouais. Il gueule fort. Bon, moi, si Grave. je peux me permettre de donner un avis sur la chronique d'Emir. Oui. Non. Si, vas-y. Bah, déjà, je suis indigné par sa chronique parce que je pensais que, ça y je est. pensais que dans le dernier épisode, j'avais été clair et que il aurait au moins la décence par solidarité de fermer son blog, comme tout le monde d'ailleurs. Sauf celui d'Anne Ah ouais. Dobendidou. Ah, elle a le Ah, droit, bien mais sûr, nous, on c'est n'a le pas seul le qui droit. mérite Ouais. d'exister. Non plus, quoi. Ah non, mais C'est au ça. contraire, lui, moi je m'en étais pris au blogueur matérialiste et lui il a décidé d'en faire un sujet et de se justifier. Moi je le prends comme une provocation, mon cher Émir. Ouais, mais bon, pour être plus sérieux, ce qui est bien avec les lapins runners, c'est que j'ai le sentiment moi que vos fans ils viennent sur votre blog pour suivre vos aventures et puis dans ces aventures il y a la préparation que ça demande et l'équipement par exemple il en fait partie. Et donc l'échange d'expérience, il prend tout son sens. Mais je pense quand même aussi qu'il y a certains blogueurs dont les lecteurs s'en fichent. Pour eux, les tests, c'est aussi un moyen de capter plus de visiteurs via Google. Et voilà. Moi perso, en tout cas, si je connais pas le blogueur, j'ai du mal à donner du crédit à son test. Ok, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est enfin, c'est le blogueur qui va donner de la crédibilité Mais- à son test. C'est le blogueur Parce que je tu connais. le connais, entre guillemets. Voilà, Ouais. ouais. Bah, enfin, c'est ma façon de vivre l'expérience, hein. Mais ouais. Et bon, sinon après, moi personnellement sur mon blog qui est, comme chacun sait, désormais occupé par une
une agence de plaisir corporel, je pense. Bon. Ouais, Je ouais, sais non. pas pourquoi. Donc n'y allez pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais du mal à intéresser les lecteurs à propos quand je faisais des tests. En fait, je m'en rendais bien compte. Il y avait peu d'échanges. Mais c'est évident que les gens venaient pas sur mon blog pour ça. Mais comme tu le disais juste avant, j'ai effectivement un partenariat avec une boutique en ligne dont tu as déjà dit le nom, voilà. Et cette boutique, elle a un site d'info dans lequel on trouve de nombreux tests. Et pour le coup, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire parce que je sais que les gens, justement, ils viennent sur ce site pour ça. Donc, ça me permet d'y ajouter quelques petites touches d'humour. C'est beaucoup plus agréable à faire que sur mon blog où là, je sais que ça va être plus compliqué. Les gens n'attendent pas ça, donc l'accroche est pas évidente. Ouais. C'est le cadre aussi de où est la chronique, c'est ça, parce que sur un site de vêtements, enfin sur un site qui vend, un site vendeur plutôt, une chronique d'une personne qui est d'un coureur, ce sera mieux vu parce que là par contre c'est voilà. Donc c'est adapté au produit. Et moi personnellement, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les échanges. Sur mon blog, ça va pas créer des échanges, alors que justement sur le site qui s'appelle Globe Runners, je me permets, j'ai fait par exemple le test récemment d'une Garmin. Oui, je place tout, je place tout. Je touche. mais j'ai. Voilà, c'est pour le placement, c'est pas pour le placement, c'est pour recommander cette vidéo absolument à tous. Vous cliquerez sur le lien. C'est un ovni. Vous cliquerez sur le lien. Ça ne va plus. Mais justement, ouais, donc sur ce test de la montre, je me marre pas mal parce que ça crée des échanges et t'avais pris des produits. J'avais pris des produits et ça, je reçois des tonnes d'insultes et tout, c'est vachement cool quoi. C'est drôle. J'aime. Non, ce qu'on va retenir, je pense que ça. Finalement, peut-être les blogs, c'est pas le meilleur endroit pour faire des tests produits. Surtout, les tests de godasses. Parce que là, quand même, il faut qu'on en parle. Là, non, mais on peut tester des collants, des barres de céréales, des barres tu de trouves céréales. ça mieux? Franchement, faut pas déconner. Un gel Oversteam, tu trouves ça stylé comme test? Non, mais tu peux. Non, c'est pas stylé, mais bon. Non, mais les godasses, c'est quand même un plus gros budget, quoi. C'est là où ça me frappe. Parce que autant un gel, tu te trompes, c'est 2 €. Autant le gars qui se laisse influencer par un test pour acheter une paire de godasses 150 balles, alors qu'un test, une chaussure, c'est éminemment personnel. Mais c'est comme si on commençait à faire des blogs avec des partenaires sexuels. Non, mais moi, j'ai niqué avec Micheline. C'était vachement mieux qu'avec sa cousine Anne-Sophie. Et donc, je vous recommande plutôt Micheline. Non, mais là, c'est exactement pareil. La chaussure, c'est tellement personnel. C'est des sensations, c'est un rapport intime. Vous allez passer du temps avec. Vous allez apprendre à vous découvrir. Au début, on est séduit par l'emballage et tout. Mais après, franchement, ce qui compte, c'est de savoir qu'on peut lui faire confiance, qu'elle sera là quand on aura besoin d'elle, tu vois, la godasse. Et donc, pardon, mais c'est vraiment important. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à blogueur Jean-Pierre qui va dire ouais non mais moi j'ai des super sensations en ultra bidule molle, voilà, j'adore, je kiffe vraiment ces crampons, ils sont super, on s'entend super bien. Et comment vous allez pouvoir transposer l'amour de Jean-Pierre pour son ultra à vos propres envies? Jean-Pierre n'est pas Jean-Pierre Run, on précise. Oui, voilà, on va préciser parce que là, moi je crois que dans le plat, là. Moi je ne connais aucun Jean-Pierre, donc j'ai pris. Je crois que les gens, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font ils benchmark tout ça en fait, ils croisent un peu les avis des gens qu'ils connaissent sur différents blogs et puis ils peut-être qu'ils confirment un peu leur avis tout simplement, donc c'est pas Et moi je dis aux gens, arrêtez, c'est de la connerie. Les chaussures, il faut les essayer et puis on se trompe. Non mais les chaussures, faut les essayer et puis on se trompe, on en prend une autre paire la prochaine fois. Exact. Et puis c'est pour ça, il faut acheter des godasses à 300 balles, commencez par acheter des godasses à 50 balles et puis ça ira peut-être bien. Et puis par essai-erreur, vous allez trouver. Mais croire que d'emblée vous allez trouver la godasse qu'il vous faut par rapport à votre niveau de pratique, c'est une illusion. Arrêtez d'être con. Merci Rémi pour ce conseil. Fermez vos blogs. Oh. C'était un feu d'artifice. Oh là là, voilà. Arrêtons, faisons 2 marathons par an. Voilà. Super. Ah, écoutez, je l'avais pas préparé, mais ça m'a fait du bien. On a vu ça, écoute, tu as pu te défouler.
Ouais, c'était beau à voir, ouais. C'était beau. Ben les gars, Rémi, Émir, David, je vous remercie pour ce podcast. Ben, merci à Encore toi. une fois, très intéressant, à mon avis. J'espère que nos auditeurs auront apprécié également. Je vous invite d'ailleurs Ouais, à ouais. réagir sous. Il faut qu'ils aillent voir la vidéo. Hein. La Tu leur vidéo dis, Margie, d'aller voir la vidéo de David sur la montre. Et surtout de la commenter avec des insultes Voilà. originales. Car Parce que c'est ça une- manque d'insultes originales. Car David Je est une répondrai. personne influente. N'est-ce pas, David? Excellent. Bon, mais j'invite tous nos auditeurs à réagir sur Twitter. Jogging Bonito, critiques, idées de chroniques, remarques, on écoute tout. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes, pardon. Partout d'ailleurs, ils peuvent Ouais, s'abonner partout. Toutes les applications Ouais. via Android, etc. Ouais, Allez-y. ouais, on est même sur Game Boy. Ouais. Ah ouais, sur, ça existe Palm, encore, ça? Sur Palm, sur Sonic lié, partout, Sur Amstrad, partout. sur Atari, on est là. De quoi ils parlent ces gens-là? Je sais pas là, je crois qu'on est plus dans les mêmes. Mais ils peuvent vraiment aussi nous retrouver sur la page Facebook qui a été créée. Tout juste. Exact. On est en train de poser les briques. Voilà. Soyez indulgents. Si vous avez Voilà, des bons il y a notre graffeurs, avatar, quoi. des bons graffeurs parmi vos amis, vous pouvez taguer les briques pour colorer. Mais on est encore débutant. Également où sur notre Strava Club, Ah oui, Jogging Bonito. Ah oui, Et faut pas l'oublier. le stalker sportif que je suis ne surveille pas vos allures, mais je suis impressionné par les gens qui se lèvent tôt, par le volume kilométrique d'autres personnes que les lapins. C'est fabuleux, on voit qu'on a à peu près 80 personnes là qui courent avec nous et vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes là, nous sommes à côté. La prochaine fois que vous irez courir, imaginez les petits bonitos qui sont avec vous, tous ensemble. Nous faisons une grande fraternité Oh là là. de bonitos et nous nous entraidons et nous nous aimons les uns les autres et nous courons avec nos propres et chaussures. en plus, ouais, là-dedans, voilà. dans ce club Strava, on y retrouve un fil de discussion dans lequel Rémi en profite pour mettre des liens vers son blog. Faire de la pub. Faire de la pub. Ouais. Dégueulasse. Bon, Ok, très bien. Bah, écoutez, merci à vous bah, les merci gars. Margie. Ouais. On se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Avec N'est-ce grande pas? joie. J'ai hâte d'y être. Bah oui. Et tu seras encore plus forte et ton intelligence sera encore décuplée. Oh punaise, bah alors ça va envoyer là du là. lourd là. Ça va être n'importe quoi. Bon, allez, on te met en maintenance là. Allez, stop, à plus, à bientôt les gars. Allez. Salut, à la prochaine. Salut Margie.